Bonjour à tous, merci donc d'être aussi nombreux pour assister à cette conférence qui va être animée par Béatrice Parinaud, journaliste au Point. Bonjour Béatrice. Et donc nous avons le grand plaisir de recevoir Laurent Cohen, professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le parfum du rouge et la couleur du Z, paru chez Odile Jacob. Et professeur, c'est un livre que vous avez dédicacé, que vous allez dédicacer à l'issue de notre échange. Donc vous êtes parti, si j'ai bien compris, d'histoires de patients. Et à partir de là, vous avez regardé un petit peu les questions que ça posait sur le fonctionnement du cerveau et vous allez bien évidemment partager avec nous les réponses qui peuvent être apportées par les neurosciences et par l'imagerie médicale. Je vous passe la parole sur ce beau partage qui nous attend. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors effectivement, il n'y a pas trop d'écho là. Non, n'hésitez pas. Bon, d'accord. Le titre est incompréhensible. Le parfum du rouge, la couleur du Z, on ne voit pas ce que ça veut dire. Et je ne vais pas vous le dire, enfin pas tout de suite en tout cas. En tout cas, c'est le titre d'un livre, mais je ne veux pas faire trop de publicité. Alors, je vais vous parler du sujet général dont on parle ici, hier, aujourd'hui, etc. C'est-à-dire à quoi sert notre cerveau, comment il fonctionne, etc. Alors cette science, ou plutôt ces sciences, le début, c'est comme d'habitude le 19e siècle. C'est nos prédécesseurs au 19e siècle. Là, vous en voyez quelques-uns, Gall, Wernicke, Broca, Charcot, etc., toutes sortes de grands noms. Eh bien, sont les premiers à avoir réellement commencé à comprendre les fonctions des différentes parties du cerveau. Et comment ils faisaient ? Eh bien, le seul moyen qui était à leur disposition à ce moment-là, c'était, comme vous l'avez entendu dire ce matin, d'observer des gens qui avaient eu des accidents cérébraux, accidents vasculaires, accidents de voiture, tout ce que vous voulez, et d'observer la perte de certaines facultés intellectuelles chez ces gens. Et ce dont ils sont aperçus, c'est qu'il pouvait y avoir des pertes extrêmement sélectives. Je vais vous en montrer des exemples. C'est-à-dire que les gens ne devenaient pas idiots, ils perdaient, par exemple, la capacité d'articuler, la capacité de bouger leur main gauche, des pertes très sélectives. Et ils ont commencé à établir des liens entre l'endroit du cerveau qui était endommagé et la fonction qui avait été perdue. Et maintenant, il s'est passé 150 ans. Alors, en 150 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses en termes de moyens d'études. Les questions restent un peu les mêmes, mais les moyens d'études ont changé. Donc je ne vais pas vous faire l'histoire des techniques d'imagerie cérébrale. Vous avez entendu ce matin Stanislas et Ghislaine Dehaene. Donc vous avez vu de magnifiques images. Et ce qu'on voit là, c'est quelques-uns des principaux instruments dont on se sert. De gauche à droite, il y a l'IRM, qui montre bien où les choses se passent dans le cerveau. Et puis ensuite, la magnétoencéphalographie, l'électroencéphalographie, qui montre un petit peu moins où les choses se passent dans le cerveau, mais plutôt quand elles se passent dans le cerveau. Et la combinaison de ces techniques permet de voir le cerveau en action, pas d'attendre que quelqu'un soit mort pour voir quel était le morceau de son cerveau qui était endommagé, mais de regarder comment fonctionne le cerveau de gens bien portants ou malades. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau ? Alors, dans votre cerveau, il y a le monde. C'est-à-dire que nous avons tous une représentation, en réalité des représentations du monde extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de maquettes du monde, de modèles du monde, de représentations du monde à l'intérieur de notre cerveau. Je sais qu'il y a un verre plein d'eau ici, je sais qu'il y a une lampe là-haut, etc. Alors, cette représentation du monde que j'ai, du monde maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, comment est-ce que je la construis ? Alors, en réalité, c'est un mélange de deux choses. La première chose, évidemment, c'est l'information qu'apporte vers mon cerveau, mes yeux, mes oreilles, mes doigts, ma peau, etc. Donc, il y a des informations qui viennent de l'extérieur et qui permettent de savoir ce qui m'entoure. Mais il y a aussi l'information du passé, c'est-à-dire la mémoire.
Et heureusement qu'on a une mémoire, heureusement qu'on a une représentation du monde, non seulement maintenant, mais aussi dans le passé. C'est ce qui nous permet de profiter des erreurs qu'on a faites, d'avoir une expérience qui nous permet de faire de meilleurs choix. Alors ce mélange de ce qui vient de nos yeux et ce qui vient de notre passé, en fait, est absolument partout dans le fonctionnement du cerveau, et même dans des choses qui paraissent totalement immédiates, comme la perception, c'est-à-dire je vois ce verre, mais en fait, ce que je vois, c'est un mélange de ce qui vient des yeux et de ce qui vient de mon passé. Alors, ça, c'est un exemple classique pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Si c'est la première fois que vous voyez cette image, eh bien, normalement ou d'habitude, vous ne voyez pas ce que ça représente. Bon, vous voyez des taches noires, blanches, etc. Ensuite, je vous montre ça. Et là, vous voyez, j'ai dessiné le contour. Vous voyez que c'est une espèce de dalmatien en train de renifler par terre. Maintenant, je vous remontre l'image précédente et vous continuez à voir le dalmatien. Autrement dit, ce dalmatien que vous voyez, là, comme s'il était devant vous, en réalité, ce n'est pas l'information qui vient de vos yeux qui vous l'a montré, c'est un mélange de l'information des yeux et puis du souvenir qui s'est marqué dans votre système visuel de cette image que vous avez vue avant. Donc c'est ça que je veux dire en disant mélange de l'information qui vient maintenant et de l'information qui vient du passé. Professeur Cohen, juste une petite question. Du coup, on ne peut pas comprendre le présent sans avoir cette mémoire du passé ? Ça fait partie, c'est-à-dire c'est la manière dont fonctionne tout notre cerveau, y compris la perception, eh bien, c'est qu'on a ce que j'appelle le passé, c'est le modèle qu'on a a priori du monde. On a toujours des hypothèses. Je pense qu'à l'extérieur, voilà ce qui se passe. Et l'information qui vient de nos yeux, par exemple, ou de nos oreilles, etc., nous permet de rectifier ce savoir a priori. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bon, il y a plein d'exemples d'autres illusions comme ça. Là, par exemple, si vous voyez là, normalement, si vous voyez l'image de gauche et l'image de droite, eh bien, l'image de gauche est en relief, vous voyez deux espèces de bosses comme ça, et l'image de droite est en creux, vous voyez une espèce de moule à gâteau. Et en réalité, si vous faites tourner l'image comme ça, ben vous apercevez que celle qui était en relief maintenant est en creux, et celle qui était en creux maintenant a l'air d'être en relief. Pourquoi ? Parce qu'on interprète cette image en supposant que l'éclairage vient d'en haut. Si on suppose que l'éclairage vient d'en haut, eh bien, celui qui est à gauche a l'air d'être en relief, celui qui est à droite a l'air d'être en creux. Autrement dit, c'est un autre exemple de mémoire, notre système visuel considère a priori, parce qu'on sait comment est le monde, que le soleil est en haut, que d'habitude la lumière vient d'en haut. Autrement dit, je vois quelque chose en relief, pas seulement parce que mes yeux m'envoient des informations, mais aussi parce que je sais déjà a priori que d'habitude la lumière vient d'en haut. Alors, tout ça n'est pas encore très neuropsychologique. Je vous ai dit que je raconterais des histoires de patients. On y vient, d'accord ? Alors, toujours pas. Alors, on a l'impression que percevoir quelque chose, identifier quelque chose, je vois ce gobelet, je sais qu'il y a un gobelet devant moi. C'est la seule chose dont j'ai conscience, je sais qu'il y a un gobelet devant moi. Or, en réalité, cette espèce de phénomène qui a l'air immédiat, c'est le produit de toute une série de calculs et d'étapes qui se passent très rapidement et inconsciemment dans notre cerveau. Et une des manières de décomposer les différentes étapes de cette perception, c'est justement d'observer des patients qui ont des pannes à telle ou telle étape de ce processus. Alors très schématiquement, je vous ai dit 3 étapes: perception, identification, croyance. Perception, je veux dire, ah oui, je vois qu'il y a une forme arrondie, que c'est beige. Deuxièmement, identification, je sais que c'est un gobelet. Et troisièmement, la croyance, je crois qu'il y a réellement un gobelet devant moi. C'est ça qu'on veut que notre système visuel nous dise. Ce sont des étapes successives ou simultanées ? Alors, c'est des étapes qui sont successives, mais en réalité, on sait qu'il y a des effets qui montent d'étape en étape et d'autres qui redescendent. Autrement dit, comme je le disais tout à l'heure, nos a priori, ce qu'on sait déjà,
influence même les premières étapes de la perception. Donc ça marche dans les deux sens. Mais voyons ces trois étapes comme étant plutôt successives. Alors, panne de perception. Alors ça aussi, on est toujours au 19e siècle. Il y a des tas d'exemples qui ont été découverts. Et ce que vous voyez là, par exemple, c'est un exemple qui a été publié en 1888 par un ophtalmologiste suisse qui s'appelait Véret et qui a observé une patiente qui avait ce qu'on appelle, alors tous les noms sont grecs, il faut faire du grec, sinon on ne s'en sort pas, qui s'appelle hémiachromatopsie. Alors qu'est-ce que c'est l'hémiachromatopsie ? C'est quelqu'un qui, à la suite d'un accident cérébral, voit en couleur dans la moitié de son champ visuel et en noir et blanc dans l'autre moitié de son champ visuel. Imaginez, vous regardez droit devant vous, d'un côté tout est en couleur, de l'autre côté tout est en noir et blanc. Et donc ça a été observé par Véret, qui a également, vous voyez le dessin en haut à gauche, qui a, après le décès de cette patiente, a fait l'autopsie et a identifié, avec des petites taches rouges que vous voyez, l'endroit exact de la lésion qui a permis de présumer que c'était une partie du cerveau qui calcule les couleurs. Cette patiente avait une lésion dans son hémisphère gauche, donc elle a perdu la vision des couleurs dans la moitié droite de l'espace. Et ce centre de la couleur, appelons ça comme ça, découvert à l'époque, a été redécouvert d'une certaine manière, avec la possibilité de faire de la physiologie, avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale. C'est-à-dire que si vous montrez à des gens bien portants des images en couleur et des images en noir et blanc, les mêmes images en couleur et en noir et blanc, eh bien cette petite région du système visuel s'active plus quand vous voyez les images en couleur que quand vous voyez les images en noir et blanc. Donc vous voyez qu'on peut, avec la neuropsychologie, l'étude de patients, fragmenter le fonctionnement mental d'une manière assez fine. Alors dans le même genre aussi, ça c'est un peu moins longtemps, eh bien on a découvert d'autres anomalies de la perception. Là on dit on peut perdre la couleur, et juste la couleur, mais on peut aussi, c'est plus rare, perdre le mouvement et rien d'autre. Et ça, il y a quelques cas qui ont été décrits, par exemple une patiente qui, à la suite d'un double accident, un petit peu dans l'hémisphère gauche, un petit peu dans l'hémisphère droit, dans une autre région du système visuel, eh bien, ne pouvait plus voir que les objets immobiles. Alors il y a une description assez incroyable de cette dame qui, dans une pièce où il y a une réunion de famille, par exemple, eh bien, il voit son cousin de l'autre côté de la pièce, et puis le cousin disparaît, paf, et réapparaît de l'autre côté de la pièce. Parce que pendant qu'il était en déplacement, il était invisible. Ou bien qu'il s'approche du bord du trottoir, qu'il voit une voiture au loin, qui commence à traverser, et puis, paf, la voiture est là. Autrement dit, quand la voiture s'approchait, elle était invisible, et puis elle réapparaît soudainement au moment où elle s'arrête juste à côté. Cette patiente raconte aussi qu'elle avait tendance à renverser, à faire déborder les tasses de thé. Vous versez du thé dans une tasse, et puis le niveau monte. Mais pendant qu'il monte, il est invisible. Hop, ça déborde. Donc, aussi curieux que ça puisse paraître, on peut perdre, de la même manière que la couleur, on peut perdre le mouvement. Et c'est pas tout, il y a aussi des gens qui perdent la position, c'est-à-dire avec des lésions dans d'autres parties encore du système visuel. Si on me demandait qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce, je dirais je vois un bouton de porte, un extincteur, une chaussure. Mais où était l'extincteur ? Je ne retrouve plus l'extincteur. Autrement dit, dès que le regard tombe sur un objet, il n'y a pas de problème pour reconnaître ce que c'est, mais impossible d'épingler cet objet à un endroit précis de l'espace. Donc, impossibilité de comprendre la scène dans laquelle on est plongé, etc., etc. Bref, dans le système visuel, il y a cette première étape de perception qui peut tomber en panne alors que le reste marche bien. Alors, je vous ai dit, il y a une autre étape. Une fois qu'on perçoit à peu près ce qui se passe, eh bien, on veut identifier, reconnaître. C'est-à-dire que c'est indispensable que je sache que c'est un verre, et que je sache que c'est un verre, où qu'il soit posé, qu'il soit loin, qu'il soit près, etc. Et là aussi, il y a des pannes. Alors, l'exemple que je vous donne là,
c'est ce qu'on appelle, c'est naturellement du grec, la prosopagnosie. Alors la prosopagnosie, qu'est-ce que c'est ? Moi, je me souviens d'un patient, ça remonte à longtemps, qui nous avait expliqué qu'il s'était couché, il s'était réveillé le matin, il était allé à la salle de bain, il s'était regardé dans le miroir pour se raser, et il a vu dans le miroir la tête d'un parfait inconnu. Alors évidemment, il savait que c'était lui, puisqu'il savait que c'était un miroir, mais ce visage ne lui disait absolument plus rien. Il est retourné dans sa chambre, il a vu une dame couchée dans le lit, dont il présumait que c'était sa femme, et qu'il n'a pas reconnue, alors qu'il a reconnu le collier qu'avait sa femme. Il dit, oui, c'est le collier que je lui ai offert quand on était en vacances, etc. Autrement dit, là aussi, c'est une perte très sélective. Pas vraiment d'un élément de base de la perception, mais de la capacité à identifier un type très particulier d'objets qui sont les visages individuels. Donc, prosopagnosie. Alors, il y a un autre patient que j'ai revu et qui était devenu prosopagnosique aussi à la suite d'un accident vasculaire, que j'ai revu 20 ans plus tard, qui était resté prosopagnosique et qui m'a dit « Maintenant, j'accompagne mon fils qui joue au foot. Et heureusement qu'il joue comme gardien de but, parce que comme ça je sais lequel c'est. Parce qu'évidemment, ils sont tous habillés de la même manière, ils ont tous le même maillot, c'est tous des gaillards de 12 ans. Comment je peux faire pour le reconnaître ? Je sais que c'est lui, parce que c'est lui le gardien de but. C'est ça la prosopagnosie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reconnaître les gens en se fondant sur la couleur de leurs cheveux, leur démarche, leur voix, etc. Mais le visage, non. Et comme pas mal de problèmes, non seulement on peut l'avoir à la suite d'un accident cérébral, mais il y a également des formes probablement plus fréquentes de prosopagnosie de développement, c'est-à-dire des gens qui sont depuis toujours comme ça, des enfants qui, au cours de leur développement, n'apprennent pas ou sont incapables de reconnaître les visages, et qui s'en sortent dans la vie en utilisant des trucs comme ce que je vous ai dit, et qui souvent ne savent même pas que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a une histoire comme ça d'un garçon qui était allé voir un western avec son père, et qui a demandé à son père mais pourquoi les voleurs se mettent un mouchoir devant le visage ? L'idée qu'on puisse identifier quelqu'un simplement sur les détails de son visage, c'était quelque chose qui lui semblait tout à fait curieux. Alors, oui, pardon ? Non, mais à vous entendre, comme vous avez dit, je l'ai revu 20 ans après, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas soigner, guérir. Ça, c'est un problème un peu général, c'est-à-dire que vous avez un accident, le cerveau, dans une certaine mesure, variable, trouve des compensations, des stratégies pour réussir à s'en sortir. Mais quand on a affaire à des systèmes très spécialisés comme celui-là, eh bien, on n'arrive pas forcément... on ne peut pas tout remplacer, juste en attendant. Et par exemple, pour les visages, ce qu'on voit dans cet exemple, par exemple, c'est le système de reconnaissance des visages n'a pas récupéré, n'a pas repoussé comme ça ex nihilo, mais... ce monsieur a trouvé des manières dans la vie de tous les jours pour s'en sortir sans trop d'inconvénients, en utilisant d'autres indices. Et j'ai peut-être aussi une question, vous employez le mot d'accident, ça désigne systématiquement accident vasculaire cérébral ou il y a d'autres types d'accidents ? En fait, ce qui compte, c'est quelle est la partie du cerveau qui est endommagée. Ensuite, ça peut être un accident vasculaire, ça peut être un coup sur la tête, ça peut être dans certains cas une maladie dégénérative. Il y a des prosopagnosies qui viennent dans des maladies dégénératives. Donc ce qui compte, c'est quel est le système qui est atteint plutôt que la nature de la maladie. Mais c'est vrai que, ou même des problèmes de développement, comme je vous ai dit, mais les situations les plus nettes, c'est quand il y a un accident vasculaire, parce qu'un accident vasculaire, ça a ceci de particulier que ça vient d'une seconde à l'autre. Alors, je prends l'exemple des visages, mais il y a d'autres catégories d'objets qui peuvent être atteintes. Et l'autre exemple le plus typique, le mieux connu, là aussi depuis le 19e siècle, c'est la perte de la capacité à reconnaître les mots écrits. Si vous avez une lésion un peu du même genre que l'accident qui vous donne une prosopagnosie,
pour avoir une prosopagnosie, il faut avoir un petit accident dans l'arrière de l'hémisphère droit à un endroit précis. Et si vous avez une lésion dans l'arrière de l'hémisphère gauche, à peu près de l'autre côté, du côté symétrique, vous pouvez perdre la capacité à, non pas reconnaître les visages, mais à reconnaître les mots écrits. Alors quelqu'un comme ça devient alexi, qui voit un mot, il dit je ne sais pas ce que c'est. Dans les cas graves, il ne peut même pas reconnaître une lettre. Le patient qui avait été décrit en 1892 par un neurologue parisien, Desgerine, devant la lettre A, disait c'est triangulaire, on dirait une espèce de chevalet. Ou devant un S, il disait oui, ça ressemble à un serpent, mais quoi ? Donc, cette perte sélective, ce que ça veut dire, en fait, ce que ça nous apprend, ça, c'est que dans notre système visuel, la partie du système visuel qui sert à reconnaître les objets est organisée en sous-modules, en sous-régions qui sont spécialisées pour telle ou telle catégorie d'objets. Et c'est quelque chose que montre à nouveau très bien l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Il y a des endroits qui s'allument plus quand vous voyez un visage, d'autres régions qui s'allument plus quand vous voyez un mot, d'autres régions qui s'allument plus quand vous voyez un objet, ou un endroit, ou une partie du corps, etc. Alors, la perception peut être en panne, l'identification peut être en panne. Alors je dis la croyance. Qu'est-ce que ça veut dire que la croyance peut être en panne ? Alors là, je vous donne un autre exemple. C'est quelque chose qu'on appelle le syndrome de Capgras, parce que ça a été décrit par un psychiatre du nom de M. Capgras en 1923, je crois, et qui est quelque chose d'assez curieux. Alors, j'ai vu un patient qui était venu consulter pour une maladie X ou Y, je vous dirais, si vous voulez, et qui se portait bien. C'est un ancien agriculteur, tout ça n'était pas trop grave. Et sa femme, à la fin de l'entretien, nous a dit il faut que je vous dise, quand même, il y a quelque chose d'un peu curieux chez mon mari qui m'inquiète un peu. De temps en temps, il a l'impression que je ne suis pas moi. Il me dit de temps en temps il y a encore cette fille qui est venue pendant que tu étais sorti. J'étais pas sorti, il n'y avait pas de fille, ça devait être moi, mais pourquoi il n'a pas compris que c'était moi ? Autrement dit, ce qui se passait chez ce monsieur, je vous dispense de lire tout le texte qui est là, évidemment, qui raconte un petit peu tout ça. On a interrogé le patient lui-même, on lui dit, il était tout à fait, il nous a expliqué volontiers qu'il était vraiment extrêmement étonné. Il nous a dit, mais de temps en temps, quand ma femme sort, quand elle va faire une course, quand elle s'en va, eh bien, il y a cette fille qui vient. Et vraiment, c'est incroyable, comme elle ressemble à ma femme. Vous ne pourriez pas croire. Elle s'habille même comme ma femme, on a l'impression qu'elle essaye de l'imiter. Et puis, vous savez, disait-il, c'est vraiment incroyable, parce que je ne les ai jamais vus l'une avec l'autre. Je me demande comment ils s'arrangent pour ne jamais être là ensemble. C'est comme les 3-8 dans une usine, il y en a une qui arrive, il y a l'autre qui part. Et je lui ai demandé, mais vous savez qui c'est, cette autre dame qui ressemble tellement à votre femme ? Il a dit, non, je crois que c'était une pauvre fille que je connaissais dans ma jeunesse. Et vous savez où elle habite ? Non, je ne sais pas, elle repart. Bon, très curieux, parce que il voyait sa femme, il reconnaissait sa femme, naturellement. Mais, par moments, il n'avait plus cette croyance que c'était sa femme, il croyait que c'était quelqu'un d'autre. Et l'interprétation, qui n'est pas absolument certaine, mais enfin l'interprétation qui est donnée à ce phénomène très curieux de syndrome de Capgras, c'est de dire qu'en fait, pour avoir ça, il faut avoir deux pannes à la fois. La première panne, c'est ce qu'on pourrait appeler un manque de familiarité. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, à la fois vous le reconnaissez, vous retrouvez les souvenirs qui vont avec, etc. Et puis il y a un sentiment de familiarité, vous sentez que c'est lui et que vous avez cette croyance qu'on appelle cette familiarité avec cette personne. Alors imaginez que ces deux informations que vous récupérez, la reconnaissance et la familiarité, n'aillent plus ensemble, que vous reconnaissiez mais que vous n'ayez pas la familiarité.
C'est possible parce que le contraire arrive. Imaginez, vous faites la queue au cinéma, vous voyez quelqu'un, vous dites mais je le connais. Vous avez une impression de familiarité, vous n'arrivez pas à savoir qui c'était. Donc on peut avoir la familiarité sans la reconnaissance, mais on peut aussi avoir la reconnaissance sans la familiarité. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez votre femme, vous reconnaissez le visage de votre femme, mais vous ne sentez pas la familiarité. À ce moment-là, vous essayez de trouver une explication. Et une explication tout à fait logique, la première qui vient à l'esprit, c'est que ce n'est pas votre femme. Alors évidemment, cette explication, vous la rejetez immédiatement, vous dites c'est invraisemblable. On ne peut pas imaginer que les extraterrestres, la CIA, je ne sais pas, a fabriqué un sosie exact de ma femme, l'a installé là, sans aucun... C'est absurde, mais possible si on ne tient pas compte de la vraisemblance. Donc l'idée, c'est que les deux pannes, c'est premièrement une panne, un manque de familiarité, et deuxièmement, une incapacité à juger de la plausibilité de cette explication. Donc monsieur, il acceptait cette explication malgré son invraisemblance, et on va voir peut-être d'autres exemples du même genre de choses. Alors, petite question, c'était qu'avec sa femme ? Pardon ? Oui. C'était que sa femme ? C'était qu'avec sa femme. Généralement, ça se fixe sur une personne familière, voire même, il y a même un cas de cat gras qui a été décrit, où ça se fixait sur un chat familier. Bon, oui. Et ça peut arriver aussi... sur des lieux, c'est-à-dire qu'il y a un autre truc qui s'appelle, qui est un peu l'équivalent, ça a toujours des noms invraisemblables, de paramnésie réduplicative, et d'un patient qui était, par exemple, qui était hospitalisé, qui est rentré chez lui pour passer le week-end, qui est revenu à l'hôpital le lundi et qui a dit « C'est incroyable, j'ai passé le week-end, l'ambulance m'a déposé dans une maison, mais exactement comme la mienne, mais tout était pareil, les tableaux, les rideaux, c'est vraiment incroyable. » Et si on lui demande comment ça se fait, c'est invraisemblable. Il dit « Ah oui, je ne sais pas, c'est probablement mes enfants qui ont organisé ça, il devait y avoir des travaux à la maison, donc ils n'ont pas voulu me dépayser. » Voilà, une espèce de rationalisation après coup. J'associe, moi, le syndrome de Capgras aux maladies neuroévolutives. Je pense notamment à la maladie à corps de Lévy. Alors maintenant, là je vous parle, c'est pas une maladie, le syndrome de Capgras, c'est un syndrome. D'accord, mais est-ce que c'est associé aux maladies neuroévolutives, c'est-à-dire à partir d'un certain âge où on peut l'âge, non, c'est-à-dire il ne suffit pas d'être âgé pour avoir ce genre de phénomène, c'est pas normal. Donc, et ça se voit dans des situations assez variées. En fait, ça se voit essentiellement, d'une part, dans des pathologies dont s'occupent plutôt les psychiatres, ça se voit dans certains cas de schizophrénie, etc. Et ça se voit aussi dans des pathologies dont s'occupent plutôt les neurologues, comme des maladies de la famille, de la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lévy, des choses comme ça. Donc ça peut apparaître dans des circonstances diverses, et très rarement dans des cas de lésions focales dans un endroit du cerveau, mais ça c'est très inhabituel. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, ce qu'on perçoit, c'est un mélange de ce qui nous arrive par les yeux et de ce qu'on tient de notre passé, de nos hypothèses a priori, de notre connaissance du monde a priori. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est une question de dosage, c'est-à-dire dans les circonstances normales, ce qui vient des yeux et nos souvenirs, autrement dit ce qu'on attend, est bien dosé. Mais il arrive que le dosage soit faussé. Alors par exemple, ça, je vous montre ces images à propos d'une patiente qui avait ce qu'on appelle un syndrome de Charles Bonnet. Alors je sais, je dépasse là le temps, je peux continuer à parler pendant longtemps, je sais pas. Non, moi je vous conseille d'accélérer pour arriver au futur. Ah non, accélérer, je peux parler plus vite, c'est sûr. Mais non, parce que je sais qu'il y a un futur. On me dit, et on me dit dans l'oreillette une grosse minute. Une grosse minute, une grosse demi-heure devrait me suffire, ne vous en faites pas. Non, ce que je veux dire là, avant de passer la parole au public. Oui, bien sûr. C'est que cette dame, par exemple, qui n'était pas folle du tout, ni rien de pareil, un beau jour a vu ses carottes râpées décoller de la table et aller se coller au plafond. Et puis elle a commencé à avoir des phénomènes visuels encore plus invraisemblables. Elle a vu des chevaliers traverser Paris, elle a vu un troupeau de bœufs sortir du jardin du Sénat, et elle s'est dit, mais c'est épouvantable, qu'est-ce qui m'arrive ? Je sais que ce n'est pas vrai. Est-ce que je suis en train de devenir folle parce que je sais que c'est pas vrai ? C'est ce qu'on appelle un syndrome de Charles Bonnet, parce que ça a été décrit par un philosophe suisse du nom de Charles Bonnet, à propos de son grand-père. Et ça, c'est quelque chose qui se produit chez des gens qui réunissent deux conditions.
Premièrement, qui ont une pathologie sévère des yeux, qui voient très mal pour des raisons ophtalmologiques, et deuxièmement, sont âgés. Ça se produit dans ce genre de circonstances, des gens âgés qui voient mal. Et l'idée générale, c'est que ce qu'on voit n'est plus commandé normalement par ce qui vient des yeux, mais d'une certaine manière, l'imagination, les connaissances, les images du passé, tout ça prend le dessus et donne ces espèces d'hallucinations, mais auxquelles on ne croit pas. Alors, autre histoire d'hallucination, c'était un patient qui était venu me voir parce qu'il a raconté qu'il avait rendez-vous avec un ami à son bureau, puis l'ami a annulé le rendez-vous in extremis, et puis tout d'un coup il ne s'est pas senti bien, il a eu mal à la tête, il a eu chaud, il a ouvert la fenêtre, et il a vu le visage de l'ami avec lequel il avait rendez-vous suspendu en l'air, comme ça, au 3e étage. Ça n'a pas duré très longtemps, 1 minute, il a eu très peur, il est venu consulter. Ensuite, il s'est avéré qu'il avait eu un hématome qui s'était produit pas loin de sa région de reconnaissance des visages, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et que probablement c'est la formation de cet hématome qui a provoqué cette hallucination de ce visage plutôt que d'un autre, peut-être parce que c'était un visage qui était juste sous le niveau de la conscience, puisqu'il avait rendez-vous avec ce gaillard, et hop, qui est devenu visible sous forme d'une hallucination. Naturellement, là encore, il savait que ce n'était pas vrai, il savait que son ami n'était pas là, suspendu en l'air au 3e étage. Et en ce sens-là, donc ce genre d'hallucination, on peut soit les critiquer, soit y croire. Et probablement que pour y croire, c'est comme dans le syndrome de Charles Bonnet, il faut avoir en plus d'autres dysfonctions cognitives qui font que, par exemple, chez des patients psychotiques, schizophrènes, qui peuvent avoir des hallucinations et qui peuvent y croire que c'est la réalité, ne pas critiquer la réalité de la chose. Alors, je suis à vos ordres, je peux vous raconter plein d'autres histoires, mais je peux aussi arrêter. Vraiment, on vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir, mais peut-être avez-vous des questions dans le public, donc n'hésitez pas à vous manifester, interroger. Il y a une question ici sur la droite et également sur la gauche. On commence par madame. Question courte, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Bonjour. Je m'interrogeais avec le titre Le parfum du rouge. Excellente question. Alors, ok, je saute tout ça. Enfin, la réponse. Je suis désolée. Voilà, Merci, la réponse. Je peux répondre Mais bien sûr. brièvement. C'est une question quand même. Voilà. Donc, pourquoi ça s'appelle la couleur du Z et attendez, j'ai un doute. Le parfum du rouge et la couleur du Z. Voilà. Non, c'est parce que il y a des gens, il y en a certainement dans cette salle, pas mal, qui ont ce qu'on appelle des synesthésies. Les synesthésies, c'est pas du tout une maladie, c'est pas du tout anormal, c'est des particularités. Et des synesthésies, c'est le fait de percevoir dans une certaine modalité des choses qu'on devrait percevoir dans une autre. Ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'une des synesthésies les plus fréquentes, les plus étudiées en tout cas, c'est des gens qui, quand ils voient des lettres écrites en noir sur une feuille de papier blanc, eh bien, voient les lettres colorées. Et chaque lettre a sa couleur. Le A a une certaine couleur, le B est vert, le C est rouge, etc. Et ça, c'est un exemple de synesthésie, d'où l'idée de la couleur du Z. Et il y en a d'autres, d'où l'idée de l'odeur du rouge. Et pourquoi je dis ça? C'est que je raconte dans ce livre un cas d'une synesthésie dont, comme d'habitude, l'existence est connue depuis le XIXe siècle, mais qui n'a jamais été étudiée sérieusement et c'est des travaux dans lesquels on s'est lancé récemment, qui sont en cours, pour essayer de la comprendre. Et juste pour vous dire, il s'agit de gens, là encore il y en a peut-être dans cette salle, c'est pas si rare qu'on le croirait, quand ils entendent de la parole, quand on leur parle, ou quand ils parlent eux-mêmes, non seulement ils entendent la parole, mais dans leur tête, ils voient le mot écrit. Dans leur tête, ils voient le mot écrit.
Alors, on pourrait dire tout le monde peut imaginer de voir un mot écrit comme ça. Mais en ce qui me concerne, si j'essaie d'imaginer le mot maison, c'est très flou, ça demande des efforts, etc. Alors que pour les synesthètes, c'est très clair, c'est permanent, automatique, ça ne demande pas d'efforts particuliers. Généralement, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, on a étudié un monsieur comme ça, et on a essayé de comprendre dans son cerveau ce qui expliquait cette synesthésie. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Merci beaucoup. Nous avons une autre question là-haut. J'aimerais savoir, quand on a une hémiplégie, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Est-ce que c'est souvent lié à un foyer ischémique, un accident vasculaire cérébral ou une transition ? Et quelles seraient les recommandations ? Parce que je vois souvent que c'est souvent les thérapies de kiné qui sont recommandées, donc j'aimerais en savoir oui, plus. Bah vous avez donné vous-même la réponse, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, on sait en gros comment sont localisées on a commencé à savoir comment sont localisées les différentes fonctions dans le cerveau, notamment les fonctions de contrôle du mouvement. Et on sait, ça y a des expériences qui ont été faites en 1800 et quelques sur des chiens au départ, et puis on a observé des patients. Il y a des régions de contrôle moteur, ce qui fait que quand je bouge ma main droite, l'ordre final pour bouger ma main droite vient de mon hémisphère gauche, d'un endroit bien précis, et inversement. Et si cet endroit est endommagé, ou si les connexions qui en descendent sont endommagées, vous allez être hémiplégique. Ça peut être, ensuite la cause est variée, ça dépend de ce qui a endommagé cette région, ça peut être un accident vasculaire, ça peut être une tumeur, ça peut être un coup sur la tête, ça peut être tout ce que vous voulez, et là encore, les capacités de récupération après sont variables, et effectivement, on essaye d'encourager le cerveau à trouver une compensation en faisant de la kiné, etc. Et bien sûr, en traitant la cause quand on peut traiter la cause. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question sur la droite. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de l'incapacité à juger de la plausibilité d'une situation. Je voulais savoir, par rapport au rêve, quand on rêve la nuit et qu'on a besoin d'une chose absurde, donc on vit quelque chose d'une chose absurde dans le rêve, savoir si c'était les mêmes fonctions. C'est possible, oui. C'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on rêve, on est conscient, mais une des choses qu'il n'y a pas, c'est exactement ce que vous dites, c'est la capacité de critique, d'analyse de la plausibilité. On trouve que c'est parfaitement normal d'être en train de survoler la tour Eiffel en maillot de bain. Et par exemple, ce que montrent les études sur le Cap Gras, pour rejoindre ce que j'ai dit là, eh bien, il semble que des régions frontales droites, la partie avant droite du cerveau, soient particulièrement importantes pour confronter une idée à la réalité, pour juger de sa plausibilité. Et effectivement, quand on rêve, on est conscient, mais il est probable que les régions préfrontales ne fonctionnent pas de façon normale, ce qui fait que, notamment, les rêves sont souvent décousus et on ne juge pas de leur invraisemblance. Donc c'est un rapprochement qui est intéressant. Vous souhaitiez compléter votre question, non ? Oui, du coup, je voulais compléter avec la question sur les rêves lucides, cette capacité dans les rêves à se rendre compte qu'on rêve. Et justement... Oui, alors je ne connais pas grand-chose au rêve lucide, je sais que ça existe, j'ai pas de compétences en la matière. Il y a des gens qui travaillent là-dessus à la Salpêtrière, l'équipe d'Isabelle Arnulf, etc. C'est une situation dans laquelle on sait qu'on rêve. Et ce sont des situations qui, en réalité, sont même du point de vue neurophysiologique, si on enregistre l'électroencéphalogramme, etc., sont des situations qui sont intermédiaires entre le rêve et l'éveil. Donc c'est une espèce de mélange qui a des caractéristiques de l'éveil et des caractéristiques du rêve. Très bien. Alors peut-être une dernière question, s'il y en a une. Oui, monsieur, juste sur ma droite, s'il vous plaît. Allez-y, on vous entend. Ah, j'entends rien. On ne vous entend pas. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Je reste sur le même thème, mais à propos des expériences de mort imminente, où la personne qui vit une expérience a la sensation que c'est réel. Là, on est aussi dans une étape, un peu comme vous disiez. Mais c'est-à-dire que tous nos contenus mentaux, d'une certaine manière, tout ce qu'on pense,
sont le produit du travail, d'une élaboration par notre cerveau, notamment la croyance, la conviction. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose que cette chose est vraie. Si on est convaincu de quelque chose, c'est que notre cerveau est dans un état de conviction, à raison ou pas. Et on peut appliquer ça aux situations de mort imminente où les gens disent « mais je sais que j'étais au paradis, je le crois, j'en suis convaincu ». Ça ne prouve pas que ce soit vrai. Ça prouve qu'ils en sont convaincus. C'est ça le phénomène à expliquer. On peut dire la même chose pour les souvenirs, par exemple. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par Elisabeth Loftus, etc. Le fait que vous assistez à une... Par exemple, je vous donne un exemple qui a été fait, qui a été utilisé dans des études. On assiste à une scène de cambriolage. Ensuite, et c'est un cambrioleur blond qui sort de la banque en courant. Vous assistez à ça. Ensuite, la police vous interroge et vous demande est-ce qu'il était grand ou petit, le cambrioleur brun qui est sorti de la banque? Et à ce moment-là, vous dites est-ce qu'il est grand ou petit? Je ne sais pas. Bon. Mais à partir du moment où quelqu'un vous a dit qu'il était brun, eh bien, vous croyez qu'il est brun. Et vous en êtes certain, votre souvenir du type blond a été remplacé, a été modifié par un souvenir que vous croyez de bonne foi. Et il y a eu toutes sortes de retentissements médico-légaux sur des gens qui ont retrouvé des souvenirs de sévices qu'ils avaient subis, par exemple, dans leur enfance, dont on a pu montrer ensuite que c'était faux, qu'ils n'avaient pas subi ces sévices, et que, néanmoins, ils étaient de très bonne foi. Autrement dit, le fait de croire n'est pas une preuve que la chose est vraie, c'est une preuve que vous croyez. Voilà. Merci beaucoup, professeur. On vous applaudit. C'était passionnant. Je rappelle le titre du livre que vous allez dédicacer dans quelques minutes, Le parfum du rouge et la couleur du Z. Il y aura également une dédicace donc de Sébastien Boller, qui va dédicacer son ouvrage Human Psycho, et Sébastien que nous retrouverons un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour notre prochaine conférence, Quand un chaman fait vibrer le CHU. Là encore, c'est une expérience absolument étonnante. Donc je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.